Merci Jérôme. Bonjour à tous, Caroline Coursrock. Je suis géomaticienne pour les terres australes et antarctiques françaises. Et avec mon binôme Loïc Giraud, on va vous présenter aujourd'hui quelques exemples d'usage de la géomatique en soutien au TAF pour la prévention et la gestion des risques naturels. Donc notre collègue Rémi Bellon ne sera pas avec nous, mais on assurera sa partie. Alors tout d'abord, quelques mots sur les TAF. Donc, c'est une collectivité au statut particulier qui est composée de 5 districts. Les îles Éparses, qui sont un ensemble d'îles dans le canal du Mozambique et au nord de la Réunion. On a dans les Australes l'archipel Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam. Et en Antarctique, la Terre Adélie. Donc le siège est basé à La Réunion, à Saint-Pierre, d'où nous travaillons. Donc, ces territoires ont tous leurs particularités en termes de biodiversité, d'accessibilité, d'histoire. Ils n'ont pas d'habitants permanents. Ce sont des équipes scientifiques, militaires et des agents de la collectivité qui se relaient tout au long de l'année. Donc, une de nos missions principales est d'assurer la préservation de la biodiversité sur ces territoires. La majeure partie du territoire est classée en réserve naturelle. On assure aussi le soutien à la recherche, donc avec l'accompagnement de logistique de nombreux programmes scientifiques sur l'ensemble des territoires. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter 3 exemples de gestion de risques naturels. Donc bien sûr, quand une crise intervient sur les territoires, la priorité est donnée à la mise en sécurité des équipes sur place. Ça, c'est géré par les cellules de crise et l'état-major de zone. Et ce n'est pas un aspect qu'on va aborder aujourd'hui. Nous, en tant qu'agent de la direction de l'environnement, on va vous présenter ces risques-là sous l'aspect environnemental uniquement. Donc, on va parler de l'incendie qui a eu lieu sur l'île d'Amsterdam cette année. L'épisodie qui a touché la vie faune des Australes, et ensuite un projet de prévention de l'érosion côtière, ou en tout cas de connaissance de l'érosion côtière sur les îles Éparses. Alors l'île d'Amsterdam, c'est une île du subantarctique qui mesure environ 50 km², donc un petit volcan. Donc elle a déjà été soumise par le passé à de nombreux incendies et donc cette année, elle a aussi été victime d'un incendie majeur. Il se trouve qu'on a pu avoir un état 0, donc juste avant l'incendie, une image satellite de l'île grâce au dispositif donc Dynamis qui nous a permis de télécharger, de programmer une image satellite juste avant l'événement. Elle était prévue initialement pour l'étude des algues brunes autour de l'île. Donc, on peut voir à gauche là, une image en indice de végétation. Donc, c'était ce qui était prévu d'être étudié. Il se trouve qu'une semaine après, l'incendie s'est déclaré. Donc, l'équipe a vite été débarquée. Et donc, on n'avait plus d'informations sur l'évolution de l'incendie sur l'île. Donc, l'état-major de zone a déclenché le service Rapid Mapping sur l'île pour suivre l'incendie. Et donc, ça nous a permis en fait de recevoir, grâce à l'équipe de Copernicus, un découpage des zones qui étaient touchées par l'incendie, donc en fonction des images satellites disponibles et la couverture nuageuse est présente sur l'île. Mais voilà, on a pu suivre au fil des semaines l'avancée. Donc, Rapid Mapping de Copernicus, c'est un service un service web qui propose donc une interface où on peut donc, récupérer en couche vectorielle les découpages. Donc là, c'est le cas d'un incendie, mais c'est aussi utilisable pour des inondations ou autres risques naturels. Et donc, au bout de quelques semaines, le feu s'est calmé et on estime à environ la moitié de l'île qui a été impactée par l'incendie. Toujours grâce à Dynamis. Donc, en fait, pour l'étude des algues brunes, on avait demandé 2 images à intervalles de 15 jours, mais à cause de la couverture nuageuse, on ne l'a pas eu tout de suite, mais on l'a eu après l'incendie. Et donc, voilà l'image Pléiade après.
Donc, en termes de conséquences pour la biodiversité, il y a 2 aspects majeurs à considérer. Donc, l'île d'Amsterdam est reconnue pour sa végétation. Donc, on retrouve le Filica arborea, qui est le seul arbre endémique des Australes. La population a été très abîmée par le temps à cause des incendies, des bovins, des rats. D'ailleurs, une campagne d'éradication avait eu lieu l'année dernière. Et donc, la réserve et le MNHN avaient mené des campagnes de replantation de cet arbre. C'est un long effort qui a été abîmé par ce nouvel incendie. Par contre, c'est à relativiser parce que quand on voit que toute la population de Filica, c'est les petits points verts sur la carte, semble être dans les zones brûlées, au final, donc avec des images de drone, avec l'équipe qui a pu passer sur le terrain par la suite, on peut voir en fait qu'il y a des bosquets qui restent quand même verts dans leur cœur. Donc peut-être que la population repartira. En tout cas, il va falloir qu'on repense toute la stratégie de reboisement au vu de cet incendie. Ensuite, il y a des espèces d'albatros protégées qui nichent sur l'île et a priori, ils n'auraient pas été impactés. Donc ça sera des études scientifiques qui vont être menées pour les prochaines campagnes. Je passe la parole à Loïc pour la deuxième. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je vais vous faire un point du coup sur l'épizootie qui a eu lieu sur les éparses, sur les Australes, sur Crozet et Kerguelen, les 2 autres territoires sur lesquels on travaille. Alors petit point d'information, une épizootie c'est quoi? C'est une maladie qui frappe simultanément un grand nombre d'animaux d'une même espèce. Là aujourd'hui on va parler spécialement d'oiseaux et de mammifères marins. Donc dans les Australes on retrouve des oiseaux comme les manchots, Gorfou macaroni royaux et des albatros de plusieurs types d'espèces. Nous, on va faire un focus sur le manchot royal, principalement. Et il y a aussi pas mal d'espèces de mammifères marins, comme les éléphants de mer, sur lesquels on va faire un petit focus. Alors, pour information, l'épizootie, elle a commencé en 2024, en octobre, sur Crozet, et à Kerguelen, en novembre, dû au déplacement de la maladie. Crozet étant au nord-ouest de Kerguelen. Donc, pour répondre à cette gestion de crise, comme disait Caro, nous, on n'a pas fait le volet qui était développement des équipements de protection. Donc là, c'est juste une petite image pour vous montrer un peu les équipements qui étaient présents sur place. Et du coup, de voir la difficulté des agents à faire des manipulations avec tous ces équipements. Donc nous, notre question à nous, c'était comment récupérer de la donnée en temps réel sur ces territoires qui sont reculés. Alors, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, les agents ils se sont mis en concertation pour créer des petits tableurs Excel pour faire des mini bases de données, pour récupérer de la donnée effective et un peu exploitable. Le problème, c'est que on a 2 îles, on a Crozet et Kerguelen, et sur ces territoires, on a des équipes qui sont pas enfin, c'est pas les mêmes acteurs. On a l'IPEV et l'ETAF, donc c'est deux partenaires différents. Donc, pour une même île, on peut avoir des données qui sont différentes au sein de la même île. Donc nous, notre travail, c'était de trouver un moyen de faire de la donnée qui était facilement quantifiable et qui était homogène. Donc on avait envisagé plusieurs solutions. Déjà, on pouvait faire des projets QFIL, c'est assez rapide à mettre en place. Le problème, c'est que on n'avait pas développé de QFIL Cloud au sein des TAF, donc c'était une solution qui était assez fastidieuse et la donnée restait statique du coup sur les territoires pour le moment. On pouvait contraindre les champs des tableaux Excel, mais pareil, ça reste une donnée statique. Et au sein des TAF, nous, on a développé un outil qui s'appelle Kobo Collect, qui est sensiblement la même chose que ODK Collect, si vous connaissez. Donc, on s'est penché plus vers cette direction. Alors, Kobo, c'est quoi? C'est, si vous n'avez pas l'info, c'est un outil qui est open source, qui permet de récupérer de la donnée. En gros, c'est des petits formulaires qu'on crée en XLS form, en tableau Excel, en gros. Ça ressemble à ce qu'on voit en bas à droite et en bas à gauche pour vous. C'est quelque chose qu'on peut envoyer sur des smartphones. Il y a une partie smartphone et une partie qu'on peut saisir sur le PC aussi. Et tout ça, ça peut être fait hors ligne en fait. C'est ça qui est la puissance de ce outil. Une fois qu'on revient sur la base, une fois qu'on a la connexion, on peut envoyer les formulaires et nous, on récupère les données derrière. Et elles sont reliées du coup à nos bases de données via un petit ETL qu'on a développé au sein de la cellule qui s'appelle CETL. Donc voilà, là c'est la présentation d'un peu le formulaire sur le PC, ça ressemble à ça. Pour l'aspect visualisation, alors on a travaillé avec un autre outil qui s'appelle Redash. Pareil, c'est un outil qui est open source qui permet d'interroger des bases de données en SQL, c'est assez simple.
Ça permet de faire des premières analyses en fait assez rapidement. En quelques questions, on analyse des vues et on se retrouve du coup avec des petits indicateurs facilement exploitables pour nous et pour les chargés de mission qui, eux, qui font de l'interprétation de la donnée. On peut sortir des tables, des histogrammes, des cartes. Voilà, petite visualisation des histogrammes, des potentielles cartes sur Crozet et Kerguelen. Voilà, encore des visualisations de cartographiques. Alors ça, c'est intéressant. C'est donc Crozet, l'île de Crozet, enfin l'île de la Possession, c'est un archipel d'îles Crozet. Et on voit tous les points où il y a eu des contacts de mortalité ou de, ou de pathologie de grippe aviaire sur cette île. Pareil sur Kerguelen. Et quand on fait un zoom sur un des points, on voit un peu le détail des informations. Alors là, c'est très succinct, mais on voit la position GPS de l'individu, le territoire, l'espèce et les prélèvements qui ont été faits sur l'individu. En parallèle de ça, il y a une mission qui a été menée pour faire un suivi drone. En fait, on a quelques drones au sein de la cellule SIB pour voir si on pouvait dénombrer le nombre de manchots qui étaient atteints de la maladie, morts ou vivants sur les colonies. Ici, c'est à Kerguelen, à Ratmanov. Petit zoom sur la colonie pour voir un peu la résolution de l'image. Donc on arrive bien à dénombrer les individus, mais il y a un mais, et le mais vient dans cette slide. En fait, le problème du drone, c'est que c'est très compliqué de déterminer si l'individu est mort ou symptomatique. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un manchot mort qu'à un manchot qui est sur le côté, ou qui est flou, ou qui dort. C'est assez compliqué de déterminer s'il est mort ou vivant. Donc le drone, ça, c'est pas vraiment une bonne méthode. Kobo, c'est une bonne méthode pour faire de l'analyse quantitative, mais il y a toujours un mais. En fait, il y a pas mal de double saisies. Je m'explique. Les individus qui vont sur le terrain, donc les agents, ils arrivent, ils font une première saisie, ils disent OK, j'ai vu 10 individus morts, 10 individus symptomatiques. C'est le J1. Le J2, ils reviennent. Ils voient 15 individus morts, 15 individus symptomatiques. Mais qui nous dit que les 15 individus symptomatiques n'étaient pas les 10 individus d'avant? Donc il y a un biais en fait. On peut rentrer 25 individus alors qu'on en a seulement 10 et 5 de plus, 15. Donc ça, c'est un gros biais. Pardon. Il y a une partie des individus qui ne pouvaient pas être comptés parce qu'il y avait un enfouissement au fil du temps. Et il y avait des temporalités qui pouvaient être assez longues entre les passages parce que les sites ne sont pas forcément très accessibles ou ils peuvent être très éloignés. Et enfin, avec les EPI, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très compliqué de saisir sur le smartphone. Donc c'était plus simple de saisir sur le PC. Donc c'était une alternative qui est intéressante. Pour vous donner quelques résultats de données, en gros, la population initiale sur Crozet de manchots, elle est évaluée à 377 000 individus. On avait à peu près 3 000 individus qui sont morts, donc 0,70% de la population qui est morte. Pour les éléphants de mer, c'est 7% des individus qui sont morts. En tout, globalement, avec tous ces biais, il faut toujours garder ça en tête. Il y a 4 000 individus qui sont morts. Et sur Kerguelen, là, vous allez me dire, mais ok, il n'y a vraiment pas du tout de mortalité sur cette île. C'est pas vraiment vrai parce que le site d'étude est beaucoup plus loin que Crozet, qui est juste à côté de la base. Donc là, les chiffres sont vraiment minimes, mais c'est aussi à prendre avec des pincettes. Voilà. Et rapidement, donc le dernier sujet concernait l'érosion côtière. Donc là, on avait deux gestions de crise présentes. Et là, il s'agit d'un projet de prévention des risques plutôt. Donc, on va mettre en place sur les éparses un protocole de suivi à long terme du trait de côte, donc porté techniquement par le BRGM de La Réunion. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser tous les outils à notre disposition, tous les outils géomatiques, pour évaluer l'évolution du trait de côte à travers le temps, donc dans le passé, et prévoir ce qui pourrait arriver dans les années prochaines. Donc, on va mobiliser l'imagerie spatiale et aérienne. Donc, on peut voir sur l'image en bas à gauche l'île de Grande Glorieuse, donc, qui est une île sableuse de 5 km² dans le canal du Mozambique. On avait une image aérienne des années 70 et une image satellite de 2021, et on voit déjà un sacré mouvement. Sachant que ce sont des plages fréquentées par les tortues pour la ponte, on peut se demander l'impact que ça peut avoir à long terme. Ce sont des îles qui ont très peu de relief. Donc la montée des eaux, c'est aussi un paramètre qu'on va étudier. Et on va équiper l'île les îles qui ne le sont pas encore de différents types de matériel de mesures GNSS précises, donc pour pouvoir quantifier
les mouvements, les déplacements et les déplacements des profils de plage. Donc, on est aujourd'hui en phase de réflexion sur la mise en place de protocoles de suivi. Est-ce qu'on va faire des mesures de transact sur la plage, des mesures de trait de côte, des relevés par drone. Voilà, on a toute une batterie de tests qui sont possibles et on est dans cette phase de mise en place. Voilà, donc là, on a vu différents outils qu'on peut mobiliser en tant que gestionnaire. Donc, on a Dynamis, les services de Copernicus, CoboCollect en carnet de terrain et l'imagerie satellite. Je n'ai pas parlé de COSSAT, mais voilà, c'est un des outils qu'on va utiliser pour suivre le trait de côte. Donc voilà, un panel d'outils qu'on est amené à mobiliser au TAF. Voilà, merci. Merci. Bonjour. Je voulais savoir pour le suivi par drone des maladies, est-ce qu'un capteur thermique, ça ne pourrait pas permettre justement d'identifier ceux qui sont morts de vivants Alors, on a un drone avec un capteur thermique. Le problème, c'est que les contrastes sont assez faibles et la colline manchot est tellement dense que ça fait des gros patchs de chaleur. Et c'est difficile de discerner si un individu est mort là-dedans, en fait. Bonjour. Bonjour, je suis Nicolas, étudiant en M2 dans le parcours géomatique et télédétection. Du coup, j'ai quelques questions. Récemment, j'ai lu un article parlant de l'intégration de l'IA ou le machine learning dans la détection des risques dans les zones isolées. Et du coup, ma question, c'est que envisagez-vous aussi d'intégrer l'IA ou le machine learning pour détecter les risques dans ces zones-là? Alors, on va compter sur les équipes scientifiques pour nous accompagner dans ces procédés-là, mais oui, dans tous nos projets, c'est un terme, c'est un outil qui arrive, donc je ne doute pas que, par exemple, sur les images de drone, il y aura des applications avec l'IA, mais j'en ai pas de concrètes à aborder là. Merci. Il y a d'autres questions? Une dernière peut-être? Juste pour faire un point, je pense que typiquement pour le dénombrement de population d'oiseaux ou quoi, l'IA sera très utile sur des images drones. Oui, bonjour. Vous avez dit que vous ne pouviez pas utiliser Qfield parce qu'il n'y avait pas de connexion Internet, c'est ça? Pas de liaison entre... Il n'y a pas de liaison entre le terrain et le terrain même, mais quand ils reviennent sur la base, il y a. En fait, j'ai dit qu'on n'a pas utilisé le Qfield parce que on n'avait pas développé ça en interne. On a déjà l'outil qui était déjà câblé CoboCollect, qui était déjà présent en fait. Ouais, d'accord. Ok. Mais c'est possible. Merci. Encore une dernière question. Oui, bonjour, j'avais une question en fait sur la transmission de la maladie du Crozet au Kerguelen en fait. Comment ce passage? Est-ce qu'il y a un délai de passage de la maladie d'une île à une autre? Alors, oui. En gros, les vecteurs qui permettent de déplacer la maladie, ils sont de deux facteurs. C'est déjà, ils sont anthropiques et ils sont liés au déplacement de la population d'oiseaux. Il est possible que des oiseaux qui soient malades se déplacent de Crozet à Kerguelen. Il y a une étrange corrélation, je ne sais pas trop, mais entre le déplacement du bateau et l'arrivée de Crozet à Kerguelen de la maladie. Il faut savoir que le bateau part de La Réunion, va à Crozet, puis à Kerguelen. Il y a un déplacement du bateau en quelques jours, en 5 jours, et on voit que la maladie arrive un mois plus tard. C'est dans une période de rotation. Ça peut être lié. Merci.